assigner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont en proie pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça, ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabinyo. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là.
Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs, Kagame, le génocidaire des Grands Lacs, le HIT, hein? LER des Grands Lacs, a déclenché la colère de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Vous savez que Kagame a neutralisé 13 Sud-Africains, 13. Et Ramaphosa appelle Kagame pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez que Ramaphosa était parti là-bas pour comment on appelle ça? La cérémonie de 30 ans du génocide. Vous voyez, eux ils fêtent le génocide. Hein. Ils se disent il faut faire la fête parce que c'est bien ce qui s'est passé. Et comme ils sont dingues. 30 ans de génocide. Kagame a fait croire à la communauté internationale que c'était le génocide Tutsi alors que c'est le génocide rwandais. Les Tutsis ont tué les Rwandais ont massacré les Tutsis. Match nul. Alors, bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Kagame parle avec Ramaphosa, appelle Kagame pour parler, discuter avec lui pour la situation de la RDC. Et Ramaphosa donne des injonctions à Kagame en lui disant que tu dois sortir de la RDC. Kagame dit, je ne sors pas. Oh. Et Ramaphosa lui dit, si tu ne sors pas, moi je veux te déloger de chez toi là-bas. Je veux t'enlever du pouvoir. Malgré la présence de tes amis occidentaux là, je veux t'enlever du pouvoir. Kagame dit, vas-y, on va voir ce qui va se passer. Et il va sur son truc du gouvernement, il veut faire croire aux gens que ça s'est bien passé. Non, ça s'est mal passé et très mal passé. Les députés sud-africains ont rappelé à Ramaphosa que autant de Nelson Mandela, quand Kagame avait commencé avec ce cinéma, Nelson Mandela avait dit à Kagame, avait dit au Parlement sud-africain que ce n'est pas normal qu'un petit pays comme ça puisse rendre la vie difficile à la RDC.
alors nous devons lui faire la guerre, on va le détruire. Quelques jours plus tard, Kagame avait retiré ses troupes. C'est ce qu'on a rappelé à Ramaphosa. On a dit, mais attends, mais ton grand frère est là, ton père là, il était passé par là. Voici ce qu'il avait fait. Et Ramaphosa, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tout son staff, son ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Affaires étrangères et autres, son chef d'état-major général, et ils font l'examen de la situation en RDC. Quelles sont les failles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cet échec? Ils étudient la situation de quelles sont les forces de Paul Kagame. Ce qui lui a permis de venir rentrer jusqu'à Goma. Les forces qu'il a, ce sont lesquelles? On a tout examiné. Et Ramaphosa dit, les experts sud-africains disent à Ramaphosa que mais nous, on a des avions qui roulent 3-4 fois plus vite que la vitesse du son. Alors que lui, Kagame, il a des hélicoptères, des vieux avions de combat qu'il avait achetés en Russie qui sont déjà dépassés. Donc, ça ne fait pas le poids. Nous avons des hélicoptères dernier cri, donc on peut. Et Ramaphosa décide immédiatement d'envoyer plus de 1000 soldats. Et ce soir, aujourd'hui, ce soir, ils sont arrivés à Goma. À Goma. Et quand ces avions passaient, Kagame a lancé des missiles. Mais ils n'ont pas atteint les avions. Les avions ont atterri. Et dans la même soirée, les soldats, les mercenaires, les criminels, les terreaux de Kagame ont osé attaquer la base des Sud-Africains. Là, c'en était trop. Et Kagame a dit, Ramaphosa dit, on va voir ce qui va se passer. Dans la même nuit, les soldats de Kagame qui occupaient, parce que Ramaphosa a demandé à ce qu'ils puissent sortir de tous les lieux stratégiques de Goma, y compris l'aéroport. Donc cette nuit, au moment où je vous parle, là, les gars ont quitté l'aéroport. Et les camions sont en train de... Les voitures blindées sont en train de venir. Le renfort est en train de rentrer. Parce que Ramaphosa a rappelé, il y a une réunion, ce sera, je pense, aujourd'hui. Jeudi, oui, non, jeudi, oui. Ce sera aujourd'hui, jeudi, qu'il y aura une réunion de la SADC qui a rappelé que en tant que la RDC, en tant que membre de la SADC, je dis bien, en tant que membre de la SADC, doit être protégée. Et les forces de la SADC qui sont en RDC ne sont pas là seulement pour protéger les populations, mais ils ont aussi un mandat pour protéger l'intégrité territoriale. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Les Africains, les États africains les plus sérieux sont en train de prendre conscience que cette situation, les Occidentaux doivent arrêter avec cette situation de balkaniser les pays. En utilisant des minables personnages, hein, des vauriens comme les Paul Kagame. Donc Ramaphosa, aujourd'hui, il est dans tous ses états. Entre-temps, Tshisekedi, avant d'intervenir, avant de présenter son message à la nation congolaise, il était en Afrique, en Angola. Cette fois-ci, l'Angola aussi a demandé à Kagame de retirer ses troupes. L'Angola a donné un avertissement à Paul Kagame. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est comme si c'est un réveil des Africains. Parce que Kagame ne peut... Tout le monde sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est l'œuvre de l'Occident.
Mais ça, en quelque part, c'est la faute à Tshisekedi. Nous le soutenons et nous devons le soutenir parce que c'est lui qui est à la tête du pays et parce qu'il n'est pas question de déstabiliser encore plus le pays. Mais il faut reconnaître que ça dit que la plus grave bêtise de Tshisekedi, c'est de toujours flirter avec ses occidentaux. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Belgique. Vous avez vu, on n'a pas attaqué n'importe quelle ambassade. Hein. Tous les ambassades là qui ont été attaquées sont concernés par cette histoire. Les Congolais qui ont marché la dernière fois ne sont pas partis à l'ambassade, par exemple, de l'Allemagne. Non, ils ne sont pas partis à l'ambassade de l'Allemagne. Ils sont allés au Rwanda, en Ouganda, en France, Belgique et États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, j'espère que le président Tshisekedi a compris quels sont les auteurs. Parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si on ne connaît pas quel est l'adversaire. Si on ne détermine pas qui est notre adversaire. Ça n'a aucun sens. Je dis bien ça n'a aucun sens. Donc je pense que c'était un message clair, fort. Et c'est bien que au moins les Africains commencent à comprendre. Parce que la solution doit venir d'abord des Africains. Monsieur Ramaphosa s'attaque maintenant directement. Et il a même dit que si Kagame continue, il a promis attaquer Kagame. Et il a même dit que s'il avait touché un seul de mes avions, nous déclarerons la guerre contre le Rwanda. On ne va même pas passer par Goma, on va passer directement au Rwanda. Le Rwanda, c'est-à-dire que... Et c'est ça le défaut des dictateurs, des voyous, des fous, des présidents un peu cinglés. C'est-à-dire que, comme ils ont l'habitude de tuer des gens, leur population, machin, tout ça, ils pensent maintenant qu'ils ont un pouvoir divin, qu'ils sont au-dessus même de Dieu. Mais les Mobutu avaient été passés par là. Les Blaise Compaoré sont passés par là. Regardez ce que fait Alassane Ouattara. C'est ça. Patrice Talon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent que non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils sont Bazoum. C'était pareil. Donc c'est ça que Ramaphosa et l'Angolais, là, que, comment vous l'appelez, Macron est en train d'inviter à Paris maintenant, parce que Macron veut le convaincre pour qu'il puisse ramener Tshisekedi à la table de négociation avec des terreaux. Et Tshisekedi a encore refusé, il a persisté et il a signé. Donc, les amis, en tout cas, la situation est en train de prendre une autre tournure. Kagame veut maintenant affronter, parce qu'il sait qu'il a les Américains, les Français, l'Union européenne et l'OTAN, donc il va affronter, il va affronter l'Afrique. Mais on verra qui va gagner. Et nous savons que nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat. Vous savez, il y a eu un petit problème au niveau de Goma, mais les choses sont en train d'être corrigées. Les erreurs sont en train d'être corrigées. Et je pense que maintenant, on pourra dormir tranquille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.